Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler du PFL, le PFL qui a frappé un grand coup en signant Cédric Doumbé, parce que oui, en France, c'est vrai que ça génère beaucoup de frustration, cette signature de Cédric Doumbé au PFL. Il y a bien évidemment des questions financières derrière ça. Cédric Doumbé, dans sa vidéo YouTube, a expliqué que l'UFC lui proposait un contrat à 20 000 plus 20 000, le PFL le paye 7 fois plus, donc au minimum on est à 140 000 par combat au PFL. Et ce qui est important aussi, c'est de dire qu'outre-Atlantique, il y a pas mal de gens qui se disent oula, le PFL a quand même grandement manqué l'occasion de signer un gros prospect, et surtout l'UFC a manqué l'occasion de signer un gros prospect, et surtout a manqué l'occasion d'enfoncer les clous en France avec une grosse signature. Donc c'est vrai que là on va prendre un petit pas de retrait et avoir un petit peu la position de youtubeurs américains pour se dire est-ce que le PFL là ils sont en train de faire tous les bons moves pour être de vrais concurrents de l'UFC, et surtout se dire peut-être que dans 5 ans le PFL, avec tout ce qui se trame aujourd'hui, quand on dit tout ce qui se trame, c'est la signature de Jake Paul, la signature de Cédric Doumbé, la probable signature de Francis Ngannou et les rumeurs de rachat du Bellator par le PFL, où on assiste peut-être aujourd'hui, devant nos yeux, à la création d'un nouveau géant du MMA. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Rusty, est-ce qu'on croit à ça, à ce que le PFL puisse devenir un vrai concurrent à l'UFC? Vous le savez, on en parle souvent avec Big Rusty, de se dire ok, là l'UFC, à l'instant T, s'ils veulent, ils peuvent tout écraser, oui. Mais j'ai l'impression que le PFL est en train de tout placer pour que dans un futur plus ou moins lointain, on est sur du moyen long terme, hein, clairement c'est pas l'année prochaine, on puisse avoir un rival direct à l'UFC. Là, honnêtement, ils font effectivement tous les bons moves, et j'avais pas ressenti depuis longtemps cette espèce de, il y a un souffle au PFL. Ils ont vraiment une vision de ce qu'ils veulent faire, j'ai l'impression, et ouais. Il fut un temps où il y avait vraiment des gros concurrents de l'UFC. Il y avait le Strikeforce où il y avait tout le monde qui se disait putain, mais du coup le champion du Strikeforce, s'il va à l'UFC, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs ils y avaient été et ils avaient très bien réussi. Et même c'était une vraie alternative à l'UFC. D'ailleurs c'était Scott Coker qui aujourd'hui régit le Bellator, qui était le patron du Strikeforce. Et c'était vraiment spécial, c'était vraiment une organisation spéciale. Et là, je retrouve un peu ce souffle-là avec le PFL et surtout avec ce qu'ils font là, parce que c'est vrai que dans 2-3 piges, s'ils multiplient ce genre d'opération, parce que si jamais il y a un autre gros prospect, parce que tu disais aussi, il y a même Rusty, Roberto. je me permets de te couper, ça ne se fait absolument pas, c'est très rare que je fasse ça dans les podcasts, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'était le Strikeforce? Parce que c'est vrai que là, on parle de ça comme si c'était quelque chose de connu de tous. Oui, c'est vrai. Mais donc c'est une organisation qui n'existe plus, qui a été rachetée par l'UFC. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organisait, quels étaient les noms qu'il y avait au Strikeforce, où est-ce qu'ils opéraient, que les gens se rendent compte qu'à un moment donné, sur le territoire américain, il y avait un concurrent à l'UFC? Le Strikeforce, t'avais Fedor, t'avais Alistair Overeem en partie, t'avais Nick Diaz, t'avais Ronda Rousey, Daniel Cormier. Ronda Rousey qui ont commencé là-bas, Daniel Cormier effectivement. Enfin en fait, et dans toutes les catégories, t'avais vraiment des gros noms. Luke Rockhold qui a commencé là-bas, Jacare Souza, Dan Henderson. Donc en fait, il y a eu un moment, une transition entre la fin du Pride et l'UFC. C'est le Pride qui était vraiment le poids lourd et qui était considéré comme l'organisation numéro 1 quand ils étaient actifs et au top. Ils se sont cassés la gueule, et ensuite il y a eu une hémorragie donc de tous les combattants qui sont allés soit à l'UFC, soit au Strikeforce, surtout grosso modo pour les noms les plus connus. Et donc, le Strikeforce menait vraiment parfaitement bien sa barque et les événements étaient assez énormes. Honnêtement, vous allez voir les combats de Fedor au Strikeforce ou les combats de Nick Diaz au Strikeforce, c'était vraiment des énormes rendez-vous, et à l'époque, ça faisait vraiment parler. Peut-être pas autant que l'UFC qui avait les plus grosses stars, mais franchement pas loin. Et c'était vraiment, je vais pas dire que c'était du touche-touche entre l'UFC et les Strikeforce, mais c'était beaucoup plus proche en tout cas que aujourd'hui ça ne l'est entre l'UFC et n'importe quelle autre organisation, que ce soit PFL, Bellator, etc., One Championship. Donc c'était une époque assez intéressante où
Ben, sauf quand, jusqu'à ce que le Zuffa rachète le Strike Force et que du coup tous les combattants du Strike Force aillent à l'UFC, c'était la fin, c'était terminé pour le Strike Force. Mais pendant un moment, il y a vraiment eu il y a eu une dynamique qui était assez intéressante entre les deux organisations. Et là, ce sera plus de la, enfin, ça peut peut-être être un peu l'équivalent dans le sens, tu vois, si Soldic, par exemple, qui est un gros prospect croate, avait pas été au One FC, mais avait été au PFL, ça aurait été, enfin, dans tous les cas, il est allé dans une autre organisation que l'UFC. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et si ça se multiplie, bah, en vrai, ça peut effectivement, on peut avoir quelque chose de spécial. On sait tous que apparemment Abdul a refusé une énorme somme que lui proposait le PFL parce que Abdul veut l'UFC et il veut y aller quoi qu'il arrive. Mais pareil, le fait que là le PFL était prêt à mettre sur la table beaucoup de dollars, beaucoup d'euros pour avoir Abdul, qui est un énorme prospect mondial, ça veut dire qu'ils s'y trompent pas. Ça veut dire qu'ils misent sur l'avenir et ça veut dire qu'ils savent ce qui va cartonner parce que ce soit Abdul, que ce soit Cédric, Jake Paul, bah oui, c'est la performance sportive, mais c'est aussi des noms dont ils savent que ça va faire parler, que ça va exploser médiatiquement aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec le PFL, ouais, j'ai l'impression aussi. Et est-ce que le fait que certaines personnes disent que pour l'avenir aujourd'hui ça va être le PFL qui va réussir un petit peu à prendre les devants, est-ce que toi t'y crois aussi, ou on est dans une situation où c'est vrai que c'est par opportunisme que les gens signent avec le PFL, parce que pour l'instant, à chaque fois, dans tous les noms qu'on a mentionnés, que ce soit Francis, que ce soit le Bellator, que ce soit Cédric Doumbé, que ce soit Jake Paul, à chaque fois, ils sont marqués par leur opposition avec l'UFC. Quand je dis leur opposition, c'est soit en termes de marketing, parce que le Bellator était le concurrent, soit Francis qui a voulu partir de l'UFC, soit Jake Paul qui est en conflit avec Dana White, ou Cédric Doumbé qui était opposé financièrement à l'UFC. Enfin, il y avait quand même, il y a toujours ce spectre-là qui est présent. Ben, si, non, mais en fait, le truc que j'allais dire, c'est, putain, le problème, c'est que ça n'a rien à voir dans le podcast, mais bon, c'est pas grave, je vais le faire en 2 secondes. Je me souviens qu'un jour, je jouais avec mon petit frère à PES, à la Effectivement, PlayStation. ça n'a rien à voir. Oui, mais tu vas voir où je vais en venir. Je jouais à PES avec mon petit frère à la PlayStation et bon, maintenant il me démonte. Mais je le battais, tu vois. Je le battais, j'avais mis genre 2-3 buts, j'étais en mode flow state et tout. Et je voyais que si je continuais comme ça, vraiment, c'était pas bien, tu vois. Il avait le seum, c'était pas cool, ça passait pas un bon moment et tout. Du coup, je fais, vas-y, je vais le laisser marquer. Je l'ai laissé marquer un but. Et après, il m'a démonté. J'ai pas réussi à le rattraper. Il avait pris la confiance. Et en fait, à partir du moment où il avait mis ce but-là, il était inarrêtable. Et je dis pas que c'est ce qui va se passer entre l'UFC et le PFL, mais même si, là où je veux en venir, c'est que même si ça naît de la frustration des combattants et qui fait qu'ils choisissent le PFL ou une autre organisation plutôt que l'UFC, quelle que soit la raison, bah au final, s'ils se retrouvent au PFL, c'est énorme. Même si ça naît d'un sentiment négatif et que c'est par opposition, que ce soit Cédric Doumbé, que ce soit Francis Ngannou, etc., la fin des fins, les gens s'en foutent, le grand public. Tout ce qu'ils voient, c'est Cédric Doumbé, PFL, Francis Ngannou, PFL, Jake Paul, PFL. Et s'ils ont effectivement, s'ils arrivent à amener la vision qu'ils ont jusqu'au bout, enfin, tu sais, j'ai presque envie de dire, peu importe. Et ça, ce qu'ils ont là, le plan qu'ils ont là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc qui était aussi chiadé et où ils y arrivent. On les voit là, la com, on le voit, l'impact médiatique. Bah, peu importe les raisons qui auront conduit à ça et si c'est par opposition à l'UFC, si le résultat final, c'est ça, c'est qu'ils y sont tous, quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un vrai concurrent à l'UFC. On peut avoir un vrai concurrent à l'UFC durable sur le territoire américain. Déjà, tu vois, ils continuent leur tournoi qui, personnellement, je vais pas dire que je trouve que c'est un échec, mais ça n'a pas le... Je pense que le PFL espérait qu'avec le délire du tournoi, des playoffs, qui est aussi inédit, avec un système où vous gagnez, ensuite vous gagnez votre place en playoff, en phase finale, et ensuite vous pouvez potentiellement, si vous gagnez tous vos combats, arriver à $1 million. Ça, c'était quelque chose d'innovant, mais pour moi, c'est un échec, parce que j'ai l'impression que le PFL espérait qu'avec tout ça, les gens allaient s'intéresser, sauf qu'il faut quand même des noms. C'est pas parce que vous allez gagner, vous vous appelez Olivier Aubin-Mercier, ouais, exactement, que vous allez attirer les foules. Non, il faut quand même être un nom. Donc pour ça, moi, c'est un échec de la part du PFL, mais on voit quand même que ça perdure puisqu'ils existent depuis un certain temps avec ce système-là. Pour moi, ça va devenir des vrais
concurrent de l'UFC avec quelque chose d'alternatif, quelque chose de qualitatif aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses différentes de l'UFC, mais il n'y a pas le même niveau de qualité. Là, ils sont diffusés sur ESPN et on voit au niveau de la production, au niveau de ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, c'est vraiment un vrai gros acteur. Aujourd'hui, je les mets au même niveau que le ONE FC, en dessous de l'UFC, même niveau que le ONE FC. Là où je reste vraiment dans le doute sur le fait que le PFL puisse détrôner l'UFC, c'est on est toujours aujourd'hui, à chaque fois, dans des situations où tous les mecs qui signent au PFL, ce n'est jamais leur premier choix. Ce n'est jamais leur premier choix de signer avec le PFL. Et c'est jamais leur premier choix de signer avec le PFL, et c'est jamais une situation où le PFL bat l'UFC. Quand je dis que le PFL bat l'UFC, c'est pas, ils ont pas posé une offre où l'UFC a dit ah non, enfin genre mode Real Madrid quand ils recrutent un mec et que clairement personne peut signer, ou que le PSG signe Neymar, tu vois. À chaque fois, c'est des situations où l'UFC choisit de dire on ne veut plus travailler avec cette personne-là, ou alors pour Cédric Doumbé, enfin, vous voyez, même 140 000 pour l'UFC, c'est tranquille. Enfin, ils peuvent clairement payer ça, c'est juste qu'ils se sont dit, bah le gars, aujourd'hui, on estime qu'on a pas besoin de lui et qu'on va pas le payer ce prix-là, et qu'on lui propose 20 plus 20. Enfin, quand je dis 20 plus 20, les gars, rendez-vous compte qu'il y a 5 piges, enfin 6 piges, Serge Northcutt, quand il faisait ses débuts à l'UFC, il était sur un contrat à 40 plus 40. Donc ils peuvent clairement mettre cette oseille-là. Il n'y a pas de souci. C'est pas que l'UFC n'a pas d'argent, c'est juste qu'ils ne veulent pas. Et donc c'est là où moi je m'interroge quand même, c'est est-ce que l'UFC, comme quand on en parle et qu'on se dit là aujourd'hui ils sont un peu à la croisée des chemins avec le renouvellement ESPN, est-ce que c'est qu'ils se disent bon, on est dans une situation où tu sais il y a toutes ces questions de est-ce que c'est un monopole le MMA, est-ce qu'il faut peut-être faire vivoter un peu la concurrence, parce qu'en faisant vivoter la concurrence, on va peut-être toucher le MMA va toucher une audience qu'on n'aurait pas pu atteindre nous, et qu'ensuite les gens, s'ils veulent toujours le plus haut niveau, ils vont aller à l'UFC, et que finalement, le fait qu'il y ait un autre acteur qui grossisse, c'est aussi bon pour l'UFC parce qu'ils ont en plus le même diffuseur, tout ça, et qu'en gros, un de ces quatre, l'UFC, ils vont dire bon, PFL, c'est très bien ce que vous avez fait, on s'énerve un peu, soit on les rachète, soit on commence à signer tout le monde. Enfin, on parle quand même d'une boîte, la maison mère, donc qui est au-dessus de l'UFC, WMI AMG, qui est propriétaire de l'UFC, qui a racheté la WWE. Enfin, dans le sens, bon, si un jour les gars pètent un câble et se disent bon, là on a envie de s'énerver un peu, on a envie de racheter le PFL, le Bellator, Ares, enfin clairement le MMA, ils peuvent. Donc, c'est juste ça où aujourd'hui je me pose encore la question de me dire, est-ce que le PFL, ils sont dans une situation où ils peuvent, et même eux, leur volonté, est-ce que leur volonté c'est d'exister face à l'UFC, ou c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné on va pas tout simplement être racheté par l'organisation, parce qu'aujourd'hui on voit que l'organisation qui est au-dessus de l'UFC, ils font des rachats à c'est plusieurs milliards de dollars, donc c'est des vraies sommes, ou même le PFL aujourd'hui, je pense que la valorisation n'est même pas d'1 milliard, et si un jour il y a l'UFC qui propose 1 milliard pour acheter le PFL, je pense qu'il n'y a pas de souci, ils le font, tu vois. Donc c'est juste là où je suis en train de me dire, est-ce que c'est une situation aujourd'hui où l'UFC laisse faire parce qu'ils ont tout simplement pas l'intérêt. Pareil, tu vois, on se posait nous souvent la question de se dire, aujourd'hui il y a le Rising qui fait de la copromotion avec le Bellator, ils font des événements qui sont hyper intéressants, même quand on voit Kyoji Horiguchi qui arrive, lui donc qui est le champion du Rising, qui va au Bellator pour défendre les ceintures, pour tenter d'être double champion des deux organisations, l'UFC le fait pas. Mais l'UFC le fait pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. En tout cas, eux, ça ne les intéresse pas de le faire. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est que ça ne les intéresse pas. Là, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, ils ciblent Weili Zhang contre Yan. Exactement, qui s'est imposé contre Jessica Andrade pour le titre strawweight de l'UFC en Chine. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils veulent faire l'UFC, mais je veux dire, ils ont envie de le faire. Dana White l'a annoncé. Les gars, ils vont le faire. Hein. Enfin, il y a pas de point bloquant. Donc c'est juste là où je me dis, est-ce que c'est pas un espèce de mirage que nous fait l'UFC pour dire bon, là regardez, c'est un petit peu vivant, et ensuite ils vont récupérer le truc, parce qu'en soi, le move qu'ils ont fait avec le Strikeforce Big Rusty, c'est une réussite aussi, parce qu'ils ont pris en compte tous les enseignements du deal qui avait complètement foiré avec le Pride. Si tu peux expliquer ce qui s'est passé, où ils avaient racheté le Pride, mais ça ne s'était pas du tout passé comme ce qui s'est passé avec le Strikeforce. Ouais, ils avaient racheté le Pride, mais en fait, c'est parce qu'il y avait eu... C'est vraiment un sac de nœuds, en fait, ce qui s'était passé, parce que le Pride...
Ça avait été racheté, mais ils avaient pas été super réglo sur ce qu'ils avaient filé à l'UFC. Et donc, en fait, l'UFC a racheté un espèce de truc vide. Enfin, c'était très, très bizarre. Il y avait vraiment eu de l'enculade de tous les côtés. En gros, c'est ça, quand l'UFC avait racheté le Pride, ils pensaient qu'elle allait avoir les contrats des combattants, parce que ce qui fait la valeur d'une organisation, c'est les mecs sous contrat, donc le Pride, il y avait Fedor, Vanderlei, Krokop, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Et sauf que l'UFC a acheté ça, mais il n'y avait pas les combattants sous contrat, donc en gros, vous rachetez finalement une banque d'images, enfin, les droits, les vidéos. Ça vaut de l'argent, mais ça vaut pas le prix qu'ils ont payé pour le Pride. Alors que quand l'UFC a racheté le Strikeforce, là par contre, il y avait les Lucro, toutes les stars, à part Fedor, sont toutes allées à l'UFC. Et donc pour l'UFC, instantanément, au-delà de prendre un concurrent, vous avez un roster qui est absolument fou parce que vous avez les meilleurs mondiaux directs dans votre organisation. Donc pour l'UFC, c'était jackpot en tout point. Donc je me dis peut-être qu'il y a aussi ça du côté de l'UFC, de se dire, on leur fait faire tout le taf, et même quand Cédric Doumbé le dit, c'est... Si Cédric Doumbé s'impose au PFL, et peut-être que l'UFC a eu aussi la flemme de faire ça, enfin la flemme, même la flemme financièrement, tu vois, Rusty, de se dire, tu payes un mec 140 000 balles, aujourd'hui Cédric Doumbé, on ne sait pas ce qu'il vaut en MMA. On ne sait pas ce qu'il vaut en MMA parce qu'il est face à des gars qui sont là pour le faire grandir, c'est normal, c'est au moment où il est, mais il n'a jamais été testé, c'est normal. Mais, du côté de l'UFC, tu peux pas te dire, on va mettre 140 000 balles pour un gars dont on n'a pas besoin. Pourquoi je dis on n'a pas besoin ? Parce que l'UFC, ils battent le record de billetterie de Bercy juste avec Cyril Gane. Donc, et là, avec ce qui s'est passé avec Cyril, avec Nassourdine qui a monté, avec BSD qui a monté, quand ils vont revenir à Paris, ils vont encore faire plus d'oseille, donc ils vont battre ce record-là. Est-ce qu'en ajoutant Cédric Doumbé, vous allez faire plus d'argent ? Peut-être un petit peu, mais c'est pas une... Je pense que ça va pas être le jour et la nuit, donc ils n'ont pas besoin de lui. Donc peut-être que l'UFC se dit, on laisse le PFL faire le sale boulot, à savoir, tu investis sur un mec, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui continues de mettre des adversaires, de faire en sorte qu'il grandisse bien dans sa carrière. Si ça passe, bah tant mieux pour toi, parce que la fin des fins, Cédric Doumbé, il a envie d'aller à l'UFC, et c'est toi qui vas récupérer cette superstar. Si ça passe pas, bah toi, t'auras continué à grandir en France, et c'est le PFL qui sera, je vais pas dire casser la figure, mais qu'aura fait un pari perdant en mettant de l'argent sur un gars qui ne s'est pas avéré à la hauteur des attentes mises en lui, tu vois. Ouais, absolument. C'est très bien. Mais c'est... J'espère juste... En vrai, moi, ce que j'espère juste là, c'est... Pour Francis, c'est quasiment acquis. C'est que... c'est qu'il rachète le Bellator. S'il rachète le Bellator, je commencerai à me dire, ok, là, les mecs sont là pour rester. S'il rachète le Bellator, et peut-être s'il y a aussi des vrais événements en Europe... Parce que là, pour l'instant, ok, il y a eu PFL Europe le premier, mais je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, si tu mettais pas le nom PFL, c'était même pas du niveau Cage Warriors. Ouais, c'était... pour moi, c'était un peu équivalent. Pour moi, c'était équivalent au niveau Cage Warriors, mais effectivement... Mais c'est pour ça que si jamais il y a effectivement une jointure entre le Bellator et le PFL, c'est-à-dire que tous les champions du Bellator, potentiellement, on les voit face aux vainqueurs des tournois à 1 million, ça fait des trucs de fou. Et là, ils ont chacun un petit peu de nom en dehors de l'UFC. De leur côté, si tu rassembles les deux, bah, c'est clair que ça peut vraiment faire parler, quoi. Yaroslav Amosov versus, je sais pas, bah, du coup, Cédric Doumbé peut-être à un moment donné. Enfin... T'as effectivement light heavyweight ou même des poids lourds du Bellator qui sont vraiment des noms connus, tu les mets face à Ante Delija ou à Francis Ngannou, ça peut vraiment faire des trucs ultra stylés. C'est ce qui s'était passé avec le Bellator, avec le Strikeforce UFC, il y a un moment donné, moi je me souviens, j'étais là à ce moment-là, mais tu sais, t'avais dans les magazines de MMA et sur les sites, t'avais les combats rêvés entre ce champion du Strikeforce versus ce champion UFC. Ben là, ce sera le même délire entre PFL et Bellator, où tu peux avoir tous les combats que tu rêves avec les combattants qui sont les meilleurs en dehors de l'UFC, quoi. Et en tout cas, affaire à suivre, les gars. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez que le PFL va pouvoir atteindre l'UFC ou si vous pensez à une autre organisation. Je me dis peut-être que le ONE FC pourrait être une option parce qu'eux, ils ont un positionnement résolument différent. Le seul truc qui fait que je me dis que c'est difficile, c'est tu peux être le numéro 1 en Asie, mais tant que t'es pas sur le même marché, on ne peut tout simplement pas... comme le KSW où ils sont énormes, ils font des chiffres énormes, mais ça paraît tellement éloigné de nous qu'on peut même pas les positionner. Enfin, je veux dire, le KSW, c'est plus gros que Ares, mais... on a du mal à percevoir ça. Shout out, I'm a sweet pea. I'm a sweet protein. Moins 30% sur tout My Protein avec le code la sueur. See ya.